Cerno, une anti-enquête. Épisode 150. Vous avez travaillé 6 ans sur ces affaires, vous avez soutenu une thèse. Moi, j'ai travaillé 6 ans sur une affaire criminelle, l'affaire Thierry Paulin. Vous avez dû en entendre parler ? Oui. Évidemment, j'avais entendu ce mot féminicide. Je l'avais employé lors de ma première interview. J'étais interviewé, je me souviens, sur France Inter, juste après la diffusion du podcast. Et j'avais parlé de féminicide en me disant, mais peut-être que tu n'aurais pas dû dire ça parce que le féminicide, c'est plutôt dans la sphère privée. C'est ce que je m'étais dit. Je voyais qu'il n'y avait pas trop de réactions. Je me dis, peut-être que je l'emploie à tort. Et j'ai complètement évacué ce mot de mon travail. Et ce que j'ai découvert dans vos travaux, c'est qu'au cours de vos recherches, vous êtes tombé sur des cas qui ressemblaient étrangement à l'affaire Paulin. Et que ces affaires, alors qu'on pourrait penser que ce sont de simples histoires de vol qui dégénèrent, des faits divers, vous les qualifiez de féminicide. Oh, c'est pas vrai. Ah là. Je t'en ai jamais parlé, tu sais. C'était des femmes seules. C'était un mec qui avait tué des vieilles femmes. Je suis née en 27, monsieur. M'en fiche. Elle a été tuée. On n'est pas agressé. Torture, coups de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. Non, c'est bizarre. Tout le monde s'en fout. Pas une visite, pas un coup de fil. Pour pas vieillir, il faut mourir jeune. Oh oui. Elle est restée un moment sans respirer. Hein? Cerno. Oh non, c'est vous qui faites ce truc interminable ? 3, 2, 1. Alors, cette question des femmes âgées tuées et notamment volées, ça a été un gros questionnement pour moi dans la thèse. Parce que c'est un féminicide qui n'avait pas été identifié par les féministes des années 70. Quand elles font leur liste un petit peu de ce qui peut rentrer dans les féminicides, il n'y a pas en fait ces crimes-là. Et donc, quand je commence à dépouiller les archives, je me rends compte quand même que ce fait-là, il est très présent. Et donc au départ, je me le note dans ma base de données, j'ai une grande base de données avec ces crimes-là, mais je mets un point d'interrogation en me disant, là on est peut-être effectivement sur un cas que tu ne vas pas qualifier féminicide. Sauf qu'en étudiant ces affaires, en fait, ça m'a vraiment interrogée et je me suis retrouvée à réintégrer ces cas-là dans ce que j'ai finalement qualifié féminicide. D'abord, c'est un fait social qui est très présent au 19e et même jusqu'aux années 1945. C'est-à-dire que c'est pour moi, c'est la 3e le plus gros contingent de féminicides dans mon travail. Ensuite, ce sont des scripts très précis qui se ressemblent beaucoup, c'est-à-dire on a souvent un accusé qui est jeune, 18, 19, 20, 21 ans, une femme qui est très âgée. Cette femme, elle habite une maison reculée, isolée. Elle a généralement pas de famille et notamment en fait dans son entourage, il y a très peu d'hommes. En général, elles sont plutôt veuves, il y a pas trop d'époux ou pas trop de fils, ou le fils il passe de temps en temps mais il est pas là tout le temps. Et ce sont des femmes qu'on imagine comme ayant de l'argent. Quand j'y imagine, c'est choisi, c'est parce qu'en fait, en réalité, une fois le vol commis, des fois, il n'y a pas grand-chose en fait chez ces femmes-là. Mais on s'imagine un petit peu le profil de la grand-mère riche, qui a tellement économisé qu'elle est riche. Ces vieilles femmes, comme les femmes dans le cadre du couple, sont tuées avec une grande violence. Ce qui s'appelle overkilling. Oui, le surmeurtre, l'overkilling. Ça, c'est un fait aussi très structurant du féminicide, c'est-à-dire que les hommes se sont acharnés sur les corps. C'est très rare de retrouver un seul coup de feu. Alors moi j'ai eu en plus des images, les photos d'autopsie dans les archives. Ce sont des corps qui sont très abîmés par la violence. Et donc ces vieilles femmes, effectivement, on retrouve cette dimension-là. Quand les auteurs, les accusés sont retrouvés, on voit aussi tout le script qui a amené à les tuer. Et ce sont des femmes qui sont particulièrement ciblées parce qu'elles sont des femmes, mais aussi parce qu'elles sont vieilles. Et donc là, pour moi, on était vraiment finalement dans la définition la plus complète du féminicide, c'est-à-dire qu'on s'imagine bien que ces femmes, elles sont tuables, facilement. Ce sont des proies faciles, elles sont vulnérables.
elles vont pas se défendre. Et donc, parfois, il va y avoir plusieurs semaines où le tueur va observer quel jour il y a quelqu'un, quelles sont ses habitudes de sortie, et il va la tuer en ayant vraiment une préméditation extrêmement forte. Est-ce que vous avez des exemples de ce genre de meurtre en tête ? J'ai ce cas-là en tête de cette femme qui sait qu'un jeune homme va être libéré de prison et qu'il avait déjà commis des vols. Qui habite dans son village. Dans son village, oui, c'est le pourtour de Lyon, alors je ne saurais plus exactement où c'est, mais c'est la ruralité. Et elle a un domestique qui est un homme, on va dire, d'une trentaine d'années, et elle a ses habitudes. Donc elle demande à ce domestique de fermer la porte. Elle a mis en place tout un système de sauvegarde, parce qu'elle doit bien se douter qu'elle peut faire l'objet de convoitises. Alors pour coup, elle a un peu d'argent. Et cet argent, en fait, il a été économisé parce que, à cette époque-là, il n'y a pas de retraite. Donc en fait, une fois que votre époux n'est plus là et si vos enfants ne sont pas là pour vous aider, vous êtes toute seule. Donc c'est des profils de femmes qui économisent un peu d'argent pour survivre, pour arriver à faire en sorte que leurs vieux jours ne soient pas miséreux. Elle a un domestique en fait qui fait un peu tout, qui fait les travaux en fait, un peu d'agriculture, il nourrit la vache, etc. Et elle s'organise. Et toute cette organisation, qui est aussi par ailleurs parfois une charge mentale, vise à survivre, à organiser sa survie. Parce qu'elle sait qu'elle est tuable. Oui. Voilà, et vous dites qu'un jour, il y a un jeune homme, qui est libéré de prison dans le village. Le jour où elle sait que cet homme-là est libéré de prison, je pense qu'elle a saisi qu'elle pouvait être le type de femme qui était tuable. Et donc elle va organiser un petit peu, donc voilà, tu penses bien à refermer la porte, attention les clés, tu les laisses pas, etc., etc. Et elle va se faire tuer parce que cet homme-là a bien prémédité son crime, va attendre en fait que le domestique soit à la messe et va tuer cette femme âgée qui s'était pourtant organisée pour survivre. Et comment il la tue ? Il s'acharne, c'est une femme qu'on va pas retrouver tout de suite parce que en fait il va la tuer dans l'établi où il y avait du vin et des animaux. Et on va pas la retrouver tout de suite. Elle va être sous sous de la paille et en fait elle va être tuée à coups de hache. Voilà. Donc ça fait partie des dossiers où il me semble que j'ai quand même beaucoup de sang sur les photos. Le corps est très abîmé. Et le schéma qui montre comment a été retrouvée cette dame suggère quand même qu'il y a eu beaucoup de violence parce qu'il y a des coups un peu de partout de hache dans la pièce. Mais alors, la question c'est pourquoi la tuer déjà, si elle est considérée comme vulnérable, et pourquoi la surtuer, pourquoi s'acharner sur elle ? Si on veut voler quelqu'un, et que c'est quelqu'un de faible, il suffit de donner une gifle à la limite, ou même de rien faire et on prend l'argent et puis c'est bon, non ? Cet acharnement, alors, c'est une vraie interrogation. Moi, en tout cas, je le lis comme vraiment le fait que la vie de ces femmes n'est pas très importante. C'est des vies qui valent rien. Et ces vies qui valent rien, en fait, c'est pas grave, on peut s'acharner, on peut utiliser toute la force qu'on a. Pour moi, c'est une manière de dire en fait, on s'en fout de ces corps-là, on s'en fout de ces violences-là, etc. J'ai lu dans votre thèse, vous parliez du mobile. En fait, vous disiez le mobile est considéré comme étant le vol et le meurtre un moyen de parvenir au vol. Mais vous inversez, vous dites, on se demande si parfois le mobile c'était pas le meurtre et on vole pour tuer quelque part. Ces gens volent pour tuer. C'est-à-dire que le vol serait le prétexte pour tuer. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ces personnes-là, on aurait pu se dire, ils vont parce qu'ils veulent voler. Ils veulent peut-être voler. C'est sans doute ce qui peut-être les amène là à ce moment-là. Mais je pense que si on peut voler sans tuer, qu'on ne veut pas tuer, on ne tue pas. Et donc, de reposer cette question-là, pourquoi il l'a tué ? Mais parce qu'il pouvait le faire.
Donc voilà, peut-être parce que ces femmes-là, elles étaient particulièrement vulnérables, que tout le monde s'en fout en fait de ces femmes isolées. Alors voilà, pareil, les prostituées ou les travailleuses du sexe, c'est pareil en fait. C'était une femme qui visiblement avait une activité de prostitution dans tel quartier. C'est pas une femme importante. Mais la logique et la dynamique du ciblage, de l'extorsion, de la domination, elle est toujours présente. Et donc voilà, ça a été une vraie réflexion. J'ai dû réintégrer ces cas-là parce que je me suis rendu compte qu'elles étaient bien tuées parce que femmes et femmes âgées. Ces affaires-là, je les ai en continu de 1791 à la fin à 1954, qui est mon dernier cas. Elles s'appelaient Madeleine, Hélène ou Marie. Elles avaient toutes plus de 70 ans. Depuis 4 ans, et à intervalles réguliers, une véritable psychose s'emparait des personnes âgées. Plus de 38 corps retrouvés ligotés, maltraités, et à chaque fois, pas d'arrestation, seulement quelques indices, des empreintes digitales. Bon, alors venons-en peut-être à l'affaire Paulin. Déjà, est-ce que vous connaissez cette affaire Thierry Paulin? Bon, j'imagine que oui. Oui, je la connais. Pour moi, c'est une affaire assez classique de tueurs de vieilles femmes. Alors là, ce qui change par rapport à certains des tueurs que j'ai, c'est que je suis pas tombée sur des tueurs de vieilles femmes en série. Je suis plutôt... Alors j'en ai quelques-uns qui ont essayé de tuer plusieurs personnes. Mais c'est vrai que moi j'ai plutôt pour l'instant des hommes qui ont tué une femme. Mais je suis quasiment sûre que ça existe, que des tueurs en série de vieilles femmes, ça a existé. J'en suis persuadée. Pour moi, ce qui permet qu'il tue ces femmes, c'est qu'il peut le faire parce que les vieilles femmes sont des femmes particulièrement invisibilisées dans la sphère publique, qu'on ne crédite pas d'une agentivité très particulière. En fait, ce sont des femmes qui sont vraiment peut-être la passivité même. Et s'attaquer à celles qu'on voit le moins, c'est assez stratégique en fait, pour pas se faire prendre. C'est une manière pour moi d'être dans quelque chose de beaucoup plus stratégique et pour peut-être, alors visiblement, donc l'idée, il y avait quand même cette idée que pour le coup, ils cherchaient de l'argent. Ou alors ils ont compris que c'était un mécanisme intéressant parce qu'ils se sont pas fait prendre tout de suite. Mais les premières victimes qui tuent, il n'y a pas forcément beaucoup d'argent dans les portefeuilles. Il n'y a jamais beaucoup d'argent. Il n'y a jamais beaucoup d'argent, voilà. Il n'y a jamais beaucoup d'argent. Donc en fait, je pense que c'est l'exercice d'une violence envers des femmes dont la société, pour lequel la société n'a pas vraiment d'estime ou de regard. En fait, c'est cette vieille femme, on va découvrir son corps potentiellement quelques jours après. L'alerte n'est pas donnée tout de suite. En fait, s'il n'y a pas des personnes qui font attention à ces femmes, on aurait très bien pu passer à côté de leur dépouille, de leur histoire, etc. Et la société va pas trouver ça absolument... Alors peut-être que oui, il a été dépeint comme un monstre, mais il faudrait voir les raisons qui le dépeignent lui comme un monstre et pourquoi pas certains de mes accusés qui sont pas dépeints comme des monstres. Mais moi je pense que s'il fait dépeindre comme un monstre, c'est le vol, c'est pas le meurtre. Le vol fait écran en fait, nous empêche de voir. Il fait écran et il même fait écran dans le traitement qui est réservé puisque... des faits beaucoup plus sévèrement punis. Moi, j'hallucine des jeunes hommes de 20 ans qui vont être condamnés à mort pour avoir volé et tué une vieille femme. Un époux qui a vécu 20 ans avec une épouse qui l'a battu et qui finit par la tuer parce qu'elle a essayé de partir et qui se retrouve avec 5 ans de prison. Donc c'est une affaire qui ressemble à celle que vous avez dans votre corpus. Si on reprend les caractéristiques de féminicide que vous avez identifiées, première caractéristique, c'est un crime annoncé. On peut dire que l'affaire Thierry Paulin, vu que c'est des crimes en série, il y a une annonce en fait. Les femmes savent, les vieilles femmes en tout cas, savaient probablement qu'elles pouvaient être tuées à Paris, dans le 18e arrondissement, puis après dans le 14e. Ça, c'est un premier critère qui se vérifie. Oui, en fait, de fait, les crimes en série, ils ont aussi ce mécanisme d'alerter toute la classe des femmes. Les femmes se mettent en alerte, ça a été le cas aussi au moment où les féministes des années 70, en particulier Diana Russell, qui est celle à laquelle on attribue le concept de féminicide et sa définition, meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme, elle va réussir à commencer à faire imposer le concept au moment où, en fait, là où elle est, en Californie, il y a plein de meurtres en série. Et en fait, on voit bien que ces femmes, elles sont ciblées avec certaines caractéristiques. Donc par exemple, il se trouve à ce moment-là, il n'y a que des femmes noires jeunes qui sont tuées. À un autre moment, c'est que des étudiantes.
Voilà, donc elle va montrer que en fait, ça a un effet en fait sur la classe des femmes, c'est de dire attention, vous pouvez être tué parce que vous êtes perçu comme tuable par ces tueurs-là. Donc en effet, ça pourrait rentrer dans le... Oui, ça fait partie des critères qui pourraient rentrer dans le cas de l'affaire Paulin. C'est du terrorisme. Oui, c'est du terrorisme. Je souris parce que on utilise rarement le terme terrorisme pour ce genre de fait. Ça plonge dans la terreur. Exactement. Et moi, c'est la définition que je préfère du terrorisme, c'est celle qui plonge dans la terreur. Et là, on est vraiment dans un climat où, en fait, voilà, toutes les femmes vont se mettre en alerte, vont essayer de résister, vont essayer, voilà, donc pour essayer de survivre, de faire en sorte de ne pas être la prochaine victime. En fait, il faudrait aller voir. Enfin, voilà, j'ai pas les dossiers judiciaires de cette affaire-là, mais j'aimerais bien savoir si, en fait, ces femmes, par exemple, qui ont été tuées, elles en ont parlé à leurs voisines, elles en ont parlé aux voisins de la peur qu'elles ont eue. Est-ce qu'elles ont adopté elles ont changé leur itinéraire? Est-ce qu'elles ont fermé d'un double tour leur appartement? En fait, oui, j'ai entendu ça. Tous ces petits détails, c'est de la gentilité. Alors, moi, je considère déjà, c'était des vieilles femmes qui vivaient seules, qui étaient peut-être veuves ou célibataires depuis longtemps, mais qui vivaient malgré tout toutes seules. Quelque part, pour moi, c'est déjà de la gentilité, c'est-à-dire de la capacité à agir. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas besoin des hommes et peut-être qu'elles dérogeaient à ce qu'on attendait d'elles, en fait. Finalement, non, en fait, une femme, elle doit vivre avec un homme, et même quand elle est vieille, surtout quand elle est vieille peut-être. Et le fait qu'elles peuvent survivre en étant seules et vieilles, c'est peut-être une insulte quelque part pour les hommes. C'est vrai que d'organiser sa survie en tant que vieille femme, quand on sait aussi ce que sont les retraites des femmes, les carrières des femmes et tout ça, c'est un enjeu en fait. Hein. Et ces femmes-là, elles sont très organisées. Hein. Donc c'est effectivement une grande agentivité, une grande organisation, etc. Moi, ce que j'y vois aussi là-dedans, c'est que ce qui est souvent perçu par ces tueurs qui ciblent des femmes toutes seules, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'homme dans la maison. Il n'y a pas d'homme. Et c'est ça qui est important. Un homme jeune, un homme vieux, peu importe, il n'y a pas d'homme. Et dans des cas, c'est là aussi où je me suis rendu compte de la pertinence de penser ce féminicide crapuleux, c'est que des fois où, au départ, les tueurs pensaient que c'était une femme toute seule, et finalement, il y avait un époux, eh ben, ils s'en prenaient à la femme, pas à l'époux. Oui, il y a une affaire dont vous parlez dans votre thèse. Est-ce que vous pouvez la raconter, cette affaire ? Alors, c'est une affaire qui se passe dans un restaurant. En fait, ce sont deux tenanciers et donc 3 jeunes, donc ils sont mineurs hein, d'un point de vue légal au 19e, là, ils sont mineurs. Ils ont prévu en fait de dévaliser ce restaurant parce qu'ils pensent qu'il y a de l'argent et tout ça. Sauf que ils vont dans ce restaurant et ils ne vont pas du tout attaquer le mari qui est pourtant plus vieux. Oui, la femme a une 60aine d'années. Ouais, c'est ça, ils ont 20 ans d'écart à peu près. Voilà, c'est ça. Et le mari a 20 ans de plus. Ouais. C'est ça. Ils vont pas attaquer celui qu'ils perçoivent comme le plus vieux, mais comme cette femme qui sert d'ailleurs en salle, elle sert, elle fait le service, ils vont l'isoler et c'est elle qui vont tuer. Ils s'en prennent à celle qui perçoivent et donc on voit bien que tout l'intérêt c'est comment on est perçu et qu'est-ce qui rend tuable de la manière dont on est perçu. Alors, on parlait de la gentilité de ces vieilles femmes. C'est ce que vous disiez, elles se sont peut-être organisées elles ont peut-être parlé autour d'elles à leurs enfants ou à leurs amis de leur peur. Peut-être qu'elles ont installé des verrous supplémentaires, qu'elles ont fait davantage attention. Donc ça, c'est de la gentilité aussi. Sûrement aussi, et je pense que certaines descriptions de meurtres en attestent, elles ont essayé de se défendre en fait quand elles savaient qu'elles allaient être tuées, quand elles étaient agressées. Bon. Ces femmes-là, elles essaient de se défendre. C'est aussi peut-être pour ça, c'est parce qu'elles essaient de se défendre qu'elles subissent aussi une très grande violence, un acharnement, etc. Donc, en fait, elles utilisent des objets, elles griffent, elles tirent les cheveux. Donc, il y a quand même, il y a quand même ça. Elles se font pas passivement tuer. Moi, j'en ai quasiment aucune qui se fait passivement tuer. Il y en a même qui perdent leur sang, c'est-à-dire qu'elles sont pas tout à fait mortes, qui continuent d'essayer de crier, etc. Donc, oui, il y a une vraie recherche de la défense, même si c'est des résistances qui sont pas toujours facilement palpables parce qu'elles sont en fait mineures. Elles sont peut-être qu'elles sont déjà très blessées, etc. Mais il n'y a pas rien. Et en fait, on a un peu tendance à lisser tous ces faits, à pas voir les petites aspérités. Et donc en fait, si on lit les dossiers, si on va au cœur des dossiers, on voit bien quand même que sous les ongles de la victime, il y a de la chair, on peut voir ces faits-là, mais il faut arriver à les lire entre les lignes de la version officielle de l'institution judiciaire qui ne va pas forcément rendre hommage à l'agentivité de la victime. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas aussi passives et faibles qu'on veut bien le croire en fait.
Et ça, c'est sans doute quelque chose qui énerve davantage le meurtrier. Oui, et la difficulté, c'est que dans ce genre de cas, on a très peu de... À moins qu'il y ait eu un témoin, ou on a très peu de faits. Donc c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que, contrairement à d'autres faits où on va avoir beaucoup de témoignages qui permettent de valider, de confirmer certaines hypothèses, là, vu qu'elles vivent seules, ce qui est un peu dramatique, c'est que de ce fait, on n'a pas grand-chose. Alors moi, j'ai quand même quelques éléments du dossier, et je sais qu'en lisant les auditions des 2 tueurs, Paulin et Mathurin, j'ai 3 exemples. Le premier, c'est Ioana Secaresco, une victime qui, je crois, a essayé de négocier avec eux, de leur dire voilà où était l'argent, et elle voulait s'en débarrasser dans la non-violence. Donc ça, c'est une agentivité. Très forte, parce que ça veut dire quand même qu'on a une femme qui est tuable et qui va réussir à essayer de dire, en fait, prends-moi ce que tu veux. J'en ai qui négocient aussi par la question de la violence sexuelle, qui vont dire, en fait, viole-moi si tu veux, mais juste tu me laisses en paix, quoi. C'est aussi quelque chose qui est réel. C'est de la négociation et c'est de l'agentivité. Très forte, parce qu'en fait, il faut quand même le tenir, ce propos. Le deuxième exemple, c'est Marie Choix, qui a été tuée rue Pajol, quelques jours après Ioana Secaresco. Et là, j'ai vu les photos de la victime, et les assassins ont dit qu'elle avait tellement crié qu'ils avaient dû lui casser une bouteille de vin sur la tête. Et elle avait le visage complètement déformé par les coups. Elle était méconnaissable. Là, quand vous parlez d'overkilling, en fait, j'ai cette image en tête de cette femme dont on a enfoncé le crâne, en fait. Alors, c'est exactement le type de photos que j'ai aussi dans les archives. Donc moi, j'ai des photos où... déjà, le rapport d'autopsie disait que la tête avait presque été décollée du tronc. Et effectivement, j'ai des affaires où vraiment, on sent bien que c'est des coups de hache, mais c'est des très nombreux coups de hache, en fait. Donc là, effectivement, ça valide complètement l'hypothèse du surmeurtre. La violence extrême sur les corps des femmes, on sent bien qu'ils visent aussi, d'une certaine manière, à les faire taire. Voilà, ils montrent la violence, mais si elles ont crié, elles se sont tues. Et le troisième exemple, c'est la veille de l'assassinat de Marie Choix, à quelques mètres de là, rue Marc Seguin. C'est Alice Partouche Benaïm qui a été assassinée. Donc les assassins voulaient lui faire avouer où étaient cachées ses économies, et ils lui ont fait boire du Destop. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Oui. Alors même qu'ils voulaient la faire parler, ils lui brûlent la bouche et la gorge. Oui, je trouve que oui, ça fait partie un peu peut-être de ce qui est possible de faire pour empêcher la victime de crier ou voilà, d'être agente, quoi. D'être agente, d'être en capacité. D'être en capacité d'agir. Oui, de résister. Donc ça, c'est très éloquent quand même. Ça raconte bien les meurtres. C'est presque une spectacularisation des meurtres. Là aussi, c'est du terrorisme. Oui. C'est un message envoyé au monde, en fait. Oui, et puis moi j'ai le cas des haches mal effilées au 19e qui sont voilà, parce qu'en fait du coup pour tuer il faut quand même donner pas mal de coups, donc en fait là aussi il y a ça qui se joue. Ça raconte l'acharnement à tuer, c'est-à-dire qu'on peut pas trop se poser la question de l'accident en fait. Il s'acharne sur le corps. C'est pas un accident. C'est pas un accident, il lui arrache la tête. Je veux dire, il y a des coups partout. En fait, il voulait vraiment la tuer, cette femme. Il n'y a pas de doute, il veut vraiment la tuer. C'est un acte volontaire. Une série sanglante où le scénario est à chaque fois le même. Les malfaiteurs repèrent les personnes âgées, les suivent dans leur appartement et les agressent sauvagement. Dans l'affaire Paulin... Le but, voler leurs économies. Moi, je vois très bien depuis le temps que je travaille là-dessus. C'est une affaire qui n'a pas eu le retentissement qu'elle aurait dû avoir. C'est quand même probablement, alors ça on n'en est pas sûr, mais la plus grande affaire judiciaire française, puisque Paulin aurait tué entre 30 et 40 femmes, voire beaucoup plus. Parce que là, je suis en train de me rendre compte que les 20 victimes qu'il a avouées, c'est peut-être l'arbre qui gâche la forêt. C'est une affaire qui n'est pas vraiment prise au sérieux. Personne n'a vraiment cherché à travailler dessus, à approfondir, à part moi peut-être. Puis alors on dit que ce type était probablement un malade mental, un monstre, il avait des problèmes avec sa grand-mère. En fait, ça relègue cette affaire au rang de fait divers. Que moi, le fait divers, je recuse cette notion depuis le début. En fait, pour moi, ça n'existe pas. J'ai l'impression que tout est fait pour occulter la dimension politique de l'affaire. Oui. Sur la question du fait divers, moi aussi je le récuse complètement. Et en fait, pour moi, ce sont des faits de société. Donc c'est des faits qui disent quelque chose de la société, de nos rapports entre nous, de ce qu'on perçoit des uns des autres et comment on agit en fonction de ces choses-là. C'est ce qui nous permet de faire société aussi. Mais ce sont des faits, voilà, des faits de société, ils se trouvent là, graves, qu'il faut analyser. Et c'est pas seulement, même les politiser, c'est aussi les investiguer.
Donc ce que vous faites par exemple, cette affaire-là, en fait, avant que vous faisiez ce podcast, finalement, elle était un peu tombée un peu dans l'oubli. On la redécouvre. Moi, je l'avais lue, j'avais dû la lire, mais je la redécouvre avec votre travail. Pour moi, ce qui est politique là-dedans, c'est qu'en fait, ces victimes, c'est pas comme les victimes de féminicides conjugaux où on va coller et dire leur nom, leur âge et pourquoi elles ont été tuées. Là, ces victimes-là, en fait, on les a oubliées. On les a oubliées parce qu'elles étaient vieilles, qu'elles étaient toutes seules, et que c'est une catégorie de la population qui ne trouve pas beaucoup de grâce à nos yeux, c'est-à-dire que ces vieilles femmes, elles sont bien gentilles, mais elles apportent rien à la société. Et en fait, rendre à ces victimes en fait une place, leur redonner un nom, une histoire, parce qu'elles ont vécu ces personnes, elles ont vécu avant que leur vie, quelqu'un leur arrache leur vie, elles ont vécu des choses, elles ont été des personnes, elles ont peut-être des parcours de vie assez extraordinaires, mais on les a oubliées. C'est-à-dire qu'il y a cette page Wikipédia qui rappelle leur nom, mais c'est tout. Donc pour moi, ce fait, il est politique parce qu'il faut, dans le cadre en fait, de crimes, il faut qu'on arrive à se rappeler que les vies ont de la valeur et on ne doit pas hiérarchiser la valeur de ces vies en fonction de qui a été tué ou qui ne l'a pas été. C'est pour ça que c'est politique. C'est parce qu'ici, il y a un geste à faire pour passer de l'invisibilité, ou même, on va dire, le fait qu'on a presque caché, enfin, on dirait que c'est presque caché, qu'il faut le dévoiler, à ce moment où, en fait, on va leur rendre hommage, ou même si on reprend un peu un terme qui était utilisé par des femmes dans les années 70, fémage. Hommage féminin, juste, c'est un jeu de mots avec ce mot hommage où il y a le mot homme, là il se trouve que ce sont des femmes, donc on pourrait, c'est un peu un jeu de mots, fémage. Est-ce qu'il faut complètement évacuer la psychologie pour trouver une explication ? Non, pas forcément. En fait, pour moi, il ne faut pas du tout évacuer le prisme psychologique, mais on peut le resociologiser, quoi. On peut vraiment dire, en fait, voilà, peut-être qu'effectivement, il y a des traumas qui sont liés à des choses vécues dans l'enfance. Peut-être qu'il y a une perception des femmes qui a amené de la misogynie de manière très forte. On pourrait imaginer quelque chose comme ça. Il ne faut pas l'évacuer. Pour moi, je pense qu'il faut arriver à se dire que en fait, le crime, c'est un phénomène complexe, qui est multidimensionnel, et comment ça se fait que c'est un autre fait dont on n'a pas parlé, c'est on est sur un crime avec un complice. Ça aussi, c'est très très fréquent dans le crime crapuleux, ils sont très souvent à plusieurs. Si cette femme elle est si fragile que ça, pourquoi ils le commettent à deux, ce fait? Qu'est-ce qui se joue, est-ce que c'est une aventure, donc c'est pour vivre quelque chose, est-ce que c'est l'excitation de tuer, est-ce que c'est qu'est-ce qui se joue dans ça? Moi, dans les récits d'archives, parfois, j'ai vraiment l'impression que c'est une aventure entre amis. Comme on pourrait prendre une voiture et partir à... Voilà. Se faire une virée, quoi. Se faire une virée. Donc, et là, le prisme psychologique, il marche plus trop, quoi. Il avait envie de vivre sa vie, de rêver, oui, comme nous tous. Mais là, on refait une histoire d'un ovni, d'un objet non identifié, qui est le féminicide. Et donc voilà, si on s'en était arrêté au biais psychologique, on serait encore dans le crime passionnel. Parce que le crime passionnel est profondément psychologisant. C'est qu'est-ce qui, dans cette grande passion, a amené cet homme, pourtant si bon citoyen, bon père de famille, à tuer son amante, voilà. Et en fait, là, c'est ce que je disais dans la dépolitisation. Pour moi, la psychologisation dépolitise. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin pour régler des soucis, etc. Mais psychologiser, parfois, ça revient à individualiser, ce qui revient à dépolitiser. Et c'est pour ça que je disais au début, voilà, le crime passionnel, ça dépolitise. C'est pourquoi cet homme a tué cette femme. C'est pas ce qu'on veut savoir, en fait. Qu'est-ce qui amène un ensemble d'hommes dans cette société à tuer des femmes, que ce fait-là n'ait pas été identifié? Combien d'autres mortes, en fait? Combien d'autres mortes on a oublié? Qu'est-ce qu'on a loupé? D'ailleurs, la page Wikipédia est très psychologisante. De Paulin? Oui. Pourquoi? Et beaucoup sur son parcours personnel, et on sent que en fait, ce qui interroge, c'est pourquoi lui, il a fait ça, comme si d'autres ne pouvaient pas le faire. Et je trouve que ça manque d'éléments. Pourquoi on ne pourrait pas avoir des pages Wikipédia sur les victimes et en fait dire ce qu'elles ont fait dans leur vie aussi, quoi? Qu'est-ce qu'elles ont été, ces femmes? Moi, je suis très, très attachée à cette question des vieilles femmes. Aujourd'hui, ça fait partie de mes projets de recherche où j'ai envie de m'interroger particulièrement sur toutes les violences qu'ont vécues les vieilles femmes et qu'elles n'ont pas dites. Okay.
Donc j'ai envie d'aller en EHPAD, en maison de retraite, pour parler avec ces vieilles femmes, parce que je pense qu'elles ont des choses à dire. Je pense qu'elles ont une agentivité qui est très nette aussi, parfois, quand elles ont vécu leur vie, que des fois leur vie, elle n'a pas été forcément toujours dans l'agentivité parce qu'elles n'ont pas pu le faire. Parce que je suis persuadée aussi que certaines n'ont pas pu forcément le faire, mais des fois, elles parlent maintenant. Et donc, c'est vraiment très important. J'aimais beaucoup votre formule de dire « faites attention à vos grands-mères ». Il est très, très important d'avoir des enquêtes sur la vieillesse et sur les violences. Et c'est quelque chose, aujourd'hui, c'est un angle mort. On a l'impression même que il y a tout à investiguer dans les parcours de vie. Et voilà, moi, c'est vraiment un sujet qui m'importe beaucoup. Et la thèse m'y a amené. C'est-à-dire qu'avant de tomber sur ces féminicides crapuleux, je n'avais pas du tout saisi l'importance d'aller vers et de faire parler et de politiser ces violences-là, particulièrement au croisement de cette question du genre et cette question de l'âge. Angle mort. Angle mort. En tout cas, si on part du principe que, par exemple, pour le cas d'Alice Partouche Benaïm, à qui on a fait boire du Desktop, que Paulin et Mathurin voulaient faire taire leurs victimes, qu'est-ce qu'elles savaient qu'ils auraient voulu faire taire ? À partir du moment où on se pose ce genre de questions, on change de perspective. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, il leur fait boire de sport, qu'est-ce qu'ils voulaient faire eux ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qui a fait qu'il a fait ça ? Enfin, en fait, vraiment, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils ont aussi réagi comme ça ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Je suis en train de revoir toute cette affaire avec de nouveaux outils, grâce à vous. Et ça donne une autre profondeur, en fait, une autre densité. Vous avez chaussé d'autres lunettes. Vous aviez peut-être appréhendé au départ l'affaire avec des lunettes qui étaient peut-être la lecture majoritaire. Et en cours de route, en fait, on est venu vous apporter des nouveaux verres. Et en fait, sur les nouveaux verres, il y avait peut-être le genre, il y avait peut-être l'âge. Et du coup, en les replaçant, peut-être qu'il y a des... Justement, vous voyez qu'en fait, il y avait des angles morts et qu'ils sont investigués pour compléter, en fait, cette lecture majoritaire. La lecture majoritaire, des lectures plus minoritaires, des lectures qui paraîtraient mieux expliquer aujourd'hui ce qui se fait, etc. Et ça fait partie aussi, je pense, de la construction du regard sur des crimes. Moi aussi, je suis passée par la lecture majoritaire pour certains faits, et en fait, j'ai réussi à me dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on y voit ? Est-ce qu'on est vraiment satisfait de cette réponse ? Et moi, il y a des fois où je me suis dit, non, je suis pas satisfaite, en fait, de cette réponse-là, je vais continuer. Et en fait, ça m'a quand même permis de découvrir pas mal de choses. Donc, je pense c'est une manière de vous encourager, mais je pense qu'il faut continuer parce que ça enrichit le regard. Et des fois, chercher ce qu'on ne trouve pas au premier abord amène à le trouver, parce que peut-être qu'en fait, effectivement, vous avez raison, il y a d'autres victimes. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous apprendre d'autres choses depuis longtemps, en fait, que le fait que cette personne-là, elle a peut-être, en fait, déjà commis d'autres violences à l'égard d'autres personnes. Peut-être que vous allez découvrir des violences sexuelles, du harcèlement, peut-être autre chose, et que ça permettra aussi de mettre en perspective. Vous concluez votre livre par cette formule, il faut porter la voix de celles qui n'en ont plus. Alors c'est un slogan qui a été créé par les colleuses féministes. C'est une phrase qui a beaucoup résonné en moi parce que j'ai eu l'impression que c'est ce que je faisais dans la thèse, à ma manière d'essayer de porter la voix de celles qui n'en ont plus. Pour moi, ça me paraît très très important, et surtout d'aller en creux. On a identifié certaines victimes, il faut continuer parce que moi j'ai un relevé de morgue où j'ai des corps, pas de visage, pas de nom. On les a pas identifiés, ça fait partie des femmes que moi non plus j'ai pas réussi à investiguer sur ces personnes-là. Il faut qu'on continue à dévoiler les violences parce qu'elles disent quelque chose de nos sociétés, encore une fois, faits de société plutôt que faits divers. Et en essayant de vraiment ne pas les mettre sous le tapis, de mieux les prévenir. Donc c'est important de changer de regard, et vous nous invitez vraiment à le faire. Ah oui, moi je pense qu'il faut vraiment, cette catégorie du féminicide, elle permet de changer de lecture. Elle permet de se dire, maintenant on va essayer de comprendre pourquoi ce sont elles qui se retrouvent victimes. Merci beaucoup Margot. Merci. On peut se tutoyer ? On peut se tutoyer. Je quitte l'ENS de Lyon, et avec ces nouvelles lunettes, j'ai plein de choses qui se bousculent dans ma tête, et presque un nouveau projet qui prend forme. Et je voudrais vous exposer mon plan pour la suite. Mais d'abord, il faut que j'aille prendre mon train.
À suivre